Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information hebdomadaire de la région de Portneuf, Info, CJSR. Le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, sera des nôtres pour discuter des projets qui attirent son attention au courant de l'année 2024. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, désormais un nouveau directeur général. L'usine Alcoa de Deschambault-Grondines participe cette année à un programme qui incite les femmes à travailler dans le domaine de la métallurgie. Nous parlerons avec Caroline Danjou. Et finalement, la ville de Saint-Léonard fêtera ses 125 ans cette année. On parle avec Mathieu Fecteau. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2023 a été une année bien active à Pont-Rouge, alors que d'importants dossiers ont progressé. On peut penser aux travaux ayant touché la rue Dupont cet été, alors que d'autres travaux n'ont pas obtenu les développements souhaités par l'administration. On pense à la potentielle école secondaire de Pont-Rouge et à un agrandissement de l'école primaire. Pour parler de tout ça, il y a des projets qui attendent Pont-Rouge en 2024. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Mario Dupont un peu plus tôt cette semaine. Alors, première entrevue de l'année avec le maire de Pont-Rouge, M. Mario Dupont. Bonjour, M. Dupont. Bonjour, ça me fait plaisir, Danick, de venir te rencontrer à Saint-Raymond. Oui, on est très content de vous voir. D'ailleurs, on a plusieurs choses à parler parce que 2023 a été une année assez chargée à Pont-Rouge. Un peu plus tard dans l'entrevue, on va également parler des projets qui s'en viennent pour 2024. Mais avant toute chose, M. Dupont, j'aimerais qu'on parle de 2023. Est-ce que ça a été une année chargée, selon vous, là, pour votre municipalité, votre ville? Je dois dire, ça a été une très grosse année avec les gros travaux qu'il y a eu sur la route principale. Mais somme toute, ça a bien été, les travaux. Ouais. On est très content de comment c'était exécuté. Et en fait, ça n'a pas trop dérangé au niveau de la circulation malgré tout. OK. Donc, il y avait évidemment là, le dossier, vous parlez de tout le dossier de la rue Dupont. C'est là qu'il y a eu les travaux. Une bonne partie de l'été, je me rappelle, vous étiez venu ici en disant, bon, passez pas par Pont-Rouge si vous n'avez pas à passer par là. Évidemment, là, c'est terminé et il va y avoir quand même de belles choses dans ce secteur-là en 2024. Par contre, avant toute chose, la dernière fois qu'on s'était vu, M. Dupont, c'était au mois de novembre dernier. Vous faisiez une conférence de presse pour demander justement qu'il y ait de l'avancement dans le dossier de l'école secondaire de Pont-Rouge, en fait la potentielle école secondaire de Pont-Rouge, également pour l'école primaire Personnage. Oui. Est-ce que ça a avancé ce dossier-là là, d'ici, en fait, depuis novembre? Présentement, non, ça n'a pas avancé. Je lâche pas le morceau. Je crois toujours à ce que j'ai avancé au niveau de l'école primaire et autant de l'école secondaire. Mais non, je lâche pas le morceau. J'essaie d'avoir des rencontres avec le ministre de l'Éducation. J'en ai pas présentement, mais j'ai d'autres moyens de pouvoir essayer de le rencontrer. OK, donc pour le moment, ça n'a pas avancé. On rappelle là, quand même que une des choses que vous aviez dites cette journée-là, c'était, bon, pour le transport des jeunes, hein, oui. ça faisait un des grands arguments, en fait, que bien souvent, les jeunes sont plus d'une heure dans l'autobus dans une journée. Là. Ça, c'était une chose qui est importante pour Pont-Rouge, qui, on le sait, connaît encore un très gros développement dans Exactement. On a quand même, on a la matière première pour le primaire. On a quand même une des plus grosses écoles primaires
de la province de Québec. Ouais. L'année passée, on était la plus grosse. Cette année, on est une des plus grosses. On a commencé à envoyer des jeunes à l'extérieur pour l'école primaire. Mais ça reste que c'est dans la région de Québec, on est encore la plus grosse école primaire. Fait qu'on a de la matière pour une école secondaire. L'école primaire, bien, on est supposé de voir, la nouvelle directrice va rentrer en fonction, fait que c'est sûr qu'on va s'arranger pour la rencontrer. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en même temps pour faire comme pression auprès du gouvernement pour comme monnaie que ça avance. Veut pas, c'est nos jeunes qui en écopent par rapport à ça. Puis on parle de l'éducation, c'est une des priorités. Bien, on va s'assurer que la priorité soit respectée. Et pour 2024, M. Dupont, est-ce que, justement, il y a des sujets que le conseil municipal, en fait, regarde de près? On veut, est-ce qu'il y a des dossiers qu'on veut pousser pour la prochaine année? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, effectivement. On a quand même, j'ai le dossier à l'entrée de la ville qu'on regarde toujours pour le terrain de l'école. Puis ça, on va organiser pour le terrain, mais en même temps, on a une possibilité de 1300 portes qu'on veut pouvoir construire. En fait, on sait que le logement, c'est une problématique dans le comté de Portneuf, puis pas juste dans le comté de Portneuf, dans la capitale aussi. Et on est sur le projet pour ça. Fait que, donc, d'autres projets de développement dans Pont-Rouge? Oui, c'est pas mal dans les derniers projets de développement qu'on va avoir, à moins qu'on puisse tomber dans d'autres terres, qu'on puisse faire, puis que le gouvernement nous accorde pour aller dans les terres agricoles non actives. Parce que les terres actives, ça, il faut les protéger. On est tous d'accord avec ça. Comme la terre qu'on convoite à l'entrée de la ville, c'est une terre qui est pauvre, qui ne sera jamais cultivée. Donc, c'est pour ça qu'on la réclame, pour pouvoir faire de l'habitation, mettre de l'habitation là et compléter notre périmètre urbain. OK. Ouais. Donc, il y a encore, somme toute, quelque peu de place dans Pont-Rouge pour le développement, mais après ça, là, on va le terminer. Nous sommes à côté. On est obligé de monter en hauteur. Nous sommes obligés à monter en hauteur, malheureusement, parce que le gouvernement veut qu'on étale le moins possible pour avoir une moins grande empreinte. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, bien, c'est sûr qu'on a le projet de terminer la piste piétonnière où ce qui est la rivière aux Pommes. On veut le compléter pour traverser le côté de la rivière aux Pommes, mais faire compléter le circuit qui était présentement à 3 km, mais on veut monter à 6 km. Ça, on a aussi le projet de l'île Notre-Dame. L'île Notre-Dame, il y a un lac qui était là, puis il y a encore des digues. On est en train de regarder la faisabilité pour pouvoir le repartir. On regarde avec le ministère, puis on est avec les bassins versants de la Jacques-Cartier pour s'assurer de respecter tout ce qui est les normes environnementales par rapport à ça, là. Ouais. Un autre dossier également, M. Dupont, en fait, il va y avoir encore des travaux au niveau des routes à Pont-Rouge. Vous me disiez juste avant qu'on entre en entrevue, le rang du brûlé, en fait, c'est des travaux estimés à 3,4 millions de dollars. Également, le Grand Capsa qui sera retouché, 5,2 millions de dollars. Donc ça, c'est quelque chose que j'imagine, là, on va travailler. Là, exactement. En fait, ça va moins toucher la circulation qui passe à Pont-Rouge. Par contre, c'est des routes qui mènent vers Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. C'est des routes aussi parce qu'il y a des gens qui empruntent. Mais en même temps, c'est qu'on en profite pour faire en sorte que nos routes, qu'on va pouvoir les garder plus longtemps, on va faire aussi les accotements. On va les asphalter. Donc, ça va nous permettre de garder le chemin plus longtemps en meilleur état et en même temps offrir une partie où les gens vont pouvoir marcher ou faire du vélo sur le côté, donc au lieu d'être sur le gravier. Okay. Fait que ça va nous permettre, puis on part quand même, le Grand du Brûlé, c'est vraiment de la 365 aller jusqu'à notre limite de la Jacques-Cartier. Puis, pour le Grand Capsa, il y avait des parties qui avaient été déjà faites. On va repartir de là et aller vers Sainte-Catherine aussi, exactement. Je sais que présentement, on est le mois de janvier, on vient juste de terminer la période des fêtes, mais je veux qu'on se projette un petit peu avec l'été, parce que vous me disiez que la rue de la Fabrique va être animée là, de plus en plus. Pouvez-vous me parler un peu de ce projet-là du côté de la rue de la Fabrique? En fait, le conseil municipal a décidé qu'on animerait notre centre-ville. Ouais. Il y a des gens, des entreprises qui partent du centre-ville pour s'en aller à l'entrée de la ville. Et on a dit, afin de freiner cet exode-là, on va animer notre centre-ville. Donc, les commerces vont vouloir certainement venir où il y a des activités.
Fait que quand l'année passée, on a fait les travaux de la rue de la Fabrique et la rue du Pont, on a planifié déjà pour la rue de la Fabrique pour mettre des choses en place pour qu'on puisse rendre ça festif, cette route-là, cette rue-là. Fait que donc, la rue de la Fabrique, à partir de la fermeture de l'école au mois de juin, la rue de la Fabrique tombe piétonnière jusqu'à la réouverture de l'école. Et il va y avoir des artistes qui vont se produire. Il va y avoir des artistes aussi qui vont peinturer sur le sol. Donc, on va avoir de l'art éphémère qui va être là. On va avoir, comme je disais, des artistes qui vont se produire. Il va y avoir des parties aussi pour les enfants qui puissent jouer des instruments de musique qui va être plus proche de l'école. On veut faire en même temps rendre honneur à nos bâtisseurs de la ville de Pont-Rouge, que eux sont dans le cimetière. Donc, sur le mur du cimetière, la clôture, on a fait faire des panneaux qui va être d'un fil du temps, autrement dit, puis qu'on va parler des gens qui sont dans le cimetière, mais qui ont été les bâtisseurs de Pont-Rouge. Fait que pendant la partie estivale, il va y avoir des activités qui vont avoir lieu juste sur la rue de la Fabrique. Mais je pense que, vous parlez d'artistes qui vont pouvoir justement là, faire leur art sur la rue de la Fabrique. Je pense qu'il y a un appel là, en ce moment là, qui est en cours. Là, exactement. Pour les intéresser. Il y a un appel d'offres pour ça. On va payer des artistes pour pouvoir faire le travail. En même temps, c'est qu'on veut rendre ça festif. Fait que c'est notre but. Comme qu'on a fait l'année passée, on a amené la Saint-Jean-Baptiste au centre-ville au lieu de l'envoyer à l'île Notre-Dame. Puis on va rejoindre un autre genre de public, mais en même temps, on fait vivre notre centre-ville. En terminant l'entrevue, M. Dupont, évidemment, toutes les villes, et comme à chaque fin d'année, début d'année, on fait les budgets. Évidemment, il y a eu une augmentation de taxes un peu partout. À Pont-Rouge, c'est 4,75 %. Donc, le travail financier s'est bien passé là, du côté de Pont-Rouge. Oui, bien, en fait, on est chanceux à 4,75 %. On est les premiers qui ont sorti notre budget en décembre l'année passée. Ouais. Le budget est quand même, malgré toute l'inflation qu'on a eue, on a réussi à amener à 4,75 %, on a réussi à descendre le coût. Tout ça parce qu'avec le développement qu'on connaît à Pont-Rouge, qui nous a permis de pouvoir descendre. On n'a pas pigé dans nos surplus libres ou quoi que ce soit. C'est vraiment le budget 4,75 qui est là. On n'a pas pigé dans nos surplus libres là-dedans. Donc, comme Pont-Rouge grandit, en fait, grossit, vous avez été capable là, de pallier à l'inflation d'une certaine façon. Exactement. C'est ce qui nous aide. Sinon, on aurait eu de la misère à pouvoir passer. Puis on aurait été, comme certaines villes, à du 6 ou du 7 %, peut-être même utiliser du surplus. Exactement. Ou utiliser du surplus, comme il y en a qui ont fait, effectivement. Exactement. Ouais. Bien, M. Dupont, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer une excellente année 2024. Merci, Danick. Et n'importe quand, ça m'a fait plaisir de venir vous rencontrer. Merci à vous. 2024 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier débute avec plusieurs changements. En effet, le directeur général Martial Grenier a quitté en fin 2023 pour la retraite et c'est M. Martin Carreau qui prendra le relais. Après plus de 49 ans d'expérience, M. Grenier poursuit son implication au sein de la ville à titre de conseiller spécial. De plus, John McGraw devient le directeur des services techniques de Sainte-Catherine et M. Martin Pouliot est le responsable des loisirs depuis quelques mois. Ces changements à Sainte-Catherine permettront à la ville de poursuivre le développement qui est déjà bien enclenché. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier procédera aussi à l'achat de nouveaux livres et documents pour agrandir le catalogue de sa bibliothèque Anne Hébert. En effet, ces achats de livres et de matériel constituent une dépense de 36 400 $ pour Sainte-Catherine. Cependant, la ville est admissible à une aide financière de 23 000 $ de la part du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de développement des collections pour les bibliothèques autonomes pour l'année 2024. De ce fait, la dépense équivaut à un peu plus de 13 000 $. Le grand défi Pierre Lavoie passera à Sainte-Catherine le 16 juin 2024 entre 12h et 13h30. Le grand défi a lieu entre le 14 juin et le 16. Les cyclistes passeront à Sainte-Catherine sur les routes des Érables, de Fossambeau et Montcalm. Selon les membres du conseil de Sainte-Catherine, les cyclistes seront escortés par la police et vont circuler à une vitesse moyenne de 24 km/h sur 500 à 700 mètres.
La circulation sera interrompue entre 2 et 3 minutes. Des drones seront également employés par l'organisation afin de prendre des images du passage du convoi et ceux-ci seront opérés par des opérateurs certifiés par Transport Canada. Passons à Cap Santé maintenant. La conseillère de Cap Santé, Jeanne Norreau, est suspendue de ses fonctions pour une période de 96 jours après qu'une juge de la Commission municipale du Québec ait rendu cette décision au début du mois de janvier. En effet, la juge Mélanie Robert a reconnu Mme Norreau coupable d'avoir commis 4 manquements au règlement édictant que le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Les écarts de conduite reprochés à la conseillère Norreau auraient visé la directrice générale de la municipalité, Nathalie Serrois, à 2 reprises. Le premier événement remonte au 8 août 2022, alors que la conseillère a accusé la directrice générale de cacher des informations aux élus. Il s'agit d'une lettre concernant la possibilité de relocaliser la bibliothèque municipale dans un salon funéraire qui n'aurait pas été remis au dire de Mme Norreau. Après avoir consulté les témoins de cet échange du 8 août 2022, la juge Robert a conclu que le comportement de Mme Norreau avait dérogé aux usages, aux convenances, aux règles de base fondamentales en matière de respect, de courtoisie et de politesse. Le second événement se serait produit le 28 octobre 2022, alors que Mme Norreau avait discuté avec l'adjointe administrative de la ville, assise près d'elle, lors d'un spectacle d'Halloween. Mme Norreau lui a notamment dit que Nancy Sirois cachait des informations aux élus et qu'une plainte pour harcèlement psychologique avait été déposée, ce qui aurait envahi la sphère de vie privée de l'adjointe administrative. Mme Norreau a également publié plusieurs renseignements confidentiels sur Facebook, ce qui constitue également un comportement contraire aux règles d'éthique, de prudence en matière de communication. La conseillère Jeanne Norreau est donc suspendue pour une période de 96 jours consécutifs à compter du 16 janvier 2024, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme provenant de la municipalité, de toute fonction de conseillère municipale, membre du conseil ou d'un autre organisme sur lequel elle siège à titre de membre du conseil. Le Cerf-Volant de Portneuf offre cet hiver une programmation particulière remplie de services et d'activités destinés aux familles de la région. Dès le 6 février, il va y avoir les doux câlins. Cette activité est adressée aux parents d'enfants âgés de 12 ans et moins. Ce sont des activités de stimulation parents-enfants avec des segments d'information. C'est au local de 0,5 ans de Donnacona tous les mardis de 13h30 à 15h et à Pont-Rouge tous les jeudis de 13h30 à 15h. Des ateliers pour les 18 mois à 3 ans sont également disponibles les jeudis à Pont-Rouge au local 171 du 189 rue Dupont. Ils auront lieu entre 9h et 10h30. On parle d'activités d'éveil et d'exploration. Ensuite, tous les vendredis à Pont-Rouge, les activités pour les 3 à 5 ans auront lieu entre 9h et 10h30. Ces activités sont également présentées tous les lundis au Centre communautaire et culturel de Saint-Marc entre 9h30 et 11h. Les enfants accompagnés de parents ou grands-parents réalisent des apprentissages par l'intermédiaire du bricolage et de l'expérimentation. D'innombrables autres services sont disponibles au Cerf-Volant cet hiver et ce printemps. La programmation complète se trouve sur les réseaux de l'organisme. Parlons d'électrification du transport scolaire dans Portneuf maintenant. Un montant de 175 000 $ est injecté dans la région, selon ce qu'a annoncé le député de Portneuf, Vincent Caron. Le montant a été octroyé à l'entreprise Autobus Alton, située à Saint-Ubalde. On se rappelle que l'entreprise avait fait partie des 3 entreprises recevant une aide financière de 900 000 $ en 2022. À l'époque, cette aide avait permis l'acquisition d'un total de 6 autobus électriques dans Portneuf. Avec le montant de 175 000 $, il sera possible pour l'entreprise de remplacer un autobus en fin de vie par un modèle propulsé à l'électricité. C'est le programme d'électrification du transport scolaire qui permet le soutien financier. Le gouvernement du Québec souhaite qu'en 2030, 65 % des véhicules scolaires fonctionnent à l'électricité. Actuellement,
Plus de 1150 autobus scolaires électriques sont en circulation sur les routes du Québec. L'usine Alcoa de Deschambault accueille cette année un projet pilote visant à encourager les femmes à travailler dans le domaine de la métallurgie. C'est une collaboration avec le comité sectoriel de la main-d'œuvre de la métallurgie du Québec qui rend le tout possible. Il s'agit en fait de la seconde édition de ce programme d'études, mais c'est la première à Deschambault. J'ai discuté avec la conseillère en communication d'Alcoa, Caroline Danjou, à ce sujet la semaine dernière. On écoute dès maintenant cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. On rejoint en ligne la conseillère en communication chez Alcoa, Caroline Danjou. Bonjour Caroline. Bonjour. On parle du comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec qui a commencé depuis l'an passé à faire des cours destinés aux femmes en métallurgie. Et cette année, l'usine de Deschambault-Gondine, Alcoa, a embarqué dans ce projet-là. Donc, Caroline, qu'est-ce qui a mené, en fait, au fait qu'Alcoa embarque dans un programme d'études qui vise à encourager les femmes là, en métallurgie? Bien, en fait, d'abord, l'an dernier, le projet a été mené là, pour une première fois à l'usine, à notre usine sœur là, qui est ABI à Bécancour. Et ça a été un succès. Il y a une cohorte de 13 femmes là, qui ont fait la formation, qui ont vécu leur stage. Puis, il en est ressorti que de commentaires positifs des embauches aussi. Alors, c'est sûr que nous, voyant le succès de cette expérience-là et ayant le désir, nous aussi, de diversifier notre équipe, d'augmenter la représentativité des femmes au sein de notre usine, qui, on ne se le cachera pas, propose des métiers qui sont plutôt non traditionnels, là, plus traditionnellement occupés par les hommes. Donc, cette volonté-là là, de tenter le coup, nous aussi, avec un projet pilote là, pour cette année, là, on cherche à recruter 5 femmes là, pour ce projet d'études-là, qui mène à un DEP, en fait, d'opérateur-opératrice d'équipement de production. Et ce DEP-là, en fait, là, c'est une durée de quelques mois, en fait, l'étude en proprement parler, oui. C'est combien de temps là, pour quelqu'un qui va vouloir... En fait, c'est... la cohorte débutera dès février, là, donc quelque part, là, je crois à la mi-février, si je ne me trompe pas, et s'échelonne jusqu'à la fin de l'été. OK. Incluant le stage là, à l'usine. Là. Donc, à la fin de l'été, les personnes sortent là, avec en main un DEP. Et vous en avez parlé, en fait, on veut diversifier un peu les gens qui travaillent dans ce secteur-là parce que on peut, les téléspectateurs à la maison peuvent peut-être le penser, le secteur de la métallurgie est peut-être moins attrayant pour les femmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on tente justement là, d'améliorer au sein d'Alcoa? C'est sûr, comme partout ailleurs, on est en période aussi de pénurie de main-d'œuvre quand même là, dans la société, vous n'êtes pas sans le savoir, de diversifier l'apport, puis peut-être d'essayer de... Les femmes ne seront pas naturellement, je crois, portées, quoi qu'on en a. Des femmes ici à l'usine sont super bien supportées, ils font un travail exceptionnel. On se rend compte de la valeur ajoutée d'avoir une diversité aussi au sein de l'équipe. On est une grande équipe, une grande famille ici. Donc, c'est sûr là, que ça a un avantage là, pour nous. Puis c'est ça qu'on essaie de faire là, en joignant ce projet. Et pour ce projet en particulier, en fait, il va y avoir des cours qui sont faits, qui sont faits en usine. Et là, ça va être du côté de Shawinigan, je pense, là, que les femmes vont pouvoir suivre ces cours-là. Exactement. Pour cette édition-ci, qui est un projet pilote, comme on se joint à quelque chose qui est déjà en place, la formation se donne au Centre des services scolaires de l'énergie qui est à Shawinigan. Et le stage, dans le fond, se fait, le stage qui est joint à cette formation-là, qui est inclus dans la formation, en fait, se fait ici en usine, là, à Deschambault. OK. Et puis... on est en train de voir avec les acteurs du milieu, là, qu'est-ce qu'on pourra faire si jamais on reconduit le projet là, une autre année. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est un test que l'usine de Deschambault-Gondine fait. Et puis, si ça poursuit, on va avoir dans les années prochaines d'autres cohortes là, pour ce secteur-là. C'est ce qu'on souhaiterait, mais on verra rendu là, okay. Dépendamment des résultats. Mais on est vraiment positif là, avec les résultats qui s'en viennent, j'en suis assurée. La campagne est en cours présentement. Là, ça a été lancé lundi dernier.
Donc, les gens qui ont le goût d'avoir plus d'informations, c'est vraiment sur le site web de l'organisme Le Pont. Et en terminant, Caroline Danjou, conseillère en communication du côté d'Alcoa, l'usine de Deschambault-Grondines. Pour celles qui veulent s'inscrire à ce programme-là, comment peuvent-elles le faire? C'est ça, c'est directement sur le site web de l'organisme Le Pont que les gens peuvent se rendre. Sinon, c'est sûr, sur les réseaux sociaux d'Alcoa, il y aura les liens là, qui seront cliquables pour s'y rendre plus directement. Caroline Danjou, je vous remercie d'avoir pris le temps là, de répondre à nos questions. Merci. La population de Portneuf est invitée au cinéma Alouette de Saint-Raymond le dimanche 28 janvier pour assister à la première diffusion de la 3e saison de la série d'entrevues Mon histoire en héritage. La série, ayant débuté sur les ondes de CJSR dans ses premières saisons, a été chapeautée par le Carrefour Emploi de Portneuf en collaboration avec la table de concertation des aînés de Portneuf, alors que justement une dizaine d'aînés de la région ont discuté avec des jeunes de la région des péripéties qui ont touché leur vie, mais aussi de leurs souvenirs. C'est une douzaine de jeunes entre 15 et 17 ans qui ont participé à l'aventure. En participant, ils ont réalisé des entrevues avec les invités au courant de l'été 2023. Vous pourrez voir l'intégralité de leur démarche le 28 janvier et le tout gratuitement au cinéma Alouette. La saison sera diffusée plus tard sur les ondes de CJSR. Lors de la séance du conseil municipal de Saint-Raymond ayant eu lieu ce lundi, le commissaire industriel de Saint-Raymond, M. Richard Saint-Pierre, s'est adressé aux conseillers concernant les progrès enregistrés par la Corporation de développement de Saint-Raymond en 2023. Entre autres, il a indiqué que l'incubateur d'entreprise de Saint-Raymond a performé à 100 % de sa capacité lors de la dernière année. L'entreprise CM Soudure, un concept qui a débuté dans l'incubateur, a d'ailleurs pris possession de bâtiments de 6 000 pieds carrés en septembre. M. Saint-Pierre s'est également dit satisfait de voir que l'offre de bâtiments locatifs au niveau industriel à Saint-Raymond est en pleine effervescence, ce qui attire de plus en plus d'entreprises et d'emplois sur le territoire. Le commissaire industriel a par la suite évoqué la phase d'agrandissement du parc industriel numéro 2, alors que d'autres terrains seront disponibles. Il s'agit de la 5e. Nous allons discuter avec lui dans l'info CJSR de la semaine prochaine. Dans la même séance du conseil municipal, le maire Claude Duplain a évoqué les inondations qui ont touché des citoyens au mois de décembre, en rappelant qu'il est possible pour les sinistrés de faire des demandes d'aide financière. Voici un extrait. Je pense qu'on peut retrouver sur le site de la ville, Geneviève, les modalités pour pouvoir faire des demandes de demandes financières à ceux qui ont eu des bris. Vous savez qu'on a eu au-delà de 950 mètres cubes secondes, ce qui est encore pratiquement un nouveau record. Quand on a eu, en 2014, on a eu la grosse embarque, le débordement. Nous avions eu une inondation qui avait amené des deux côtés de la rivière. Cette année, c'est seulement que le côté, ce qu'on appelle le village Sainte-Marie, qui a été inondé. Du côté du village Sainte-Marie, ils ont eu seulement 4 pouces de moins d'eau dans nos calculs, 4 pouces de moins d'eau que la grosse inondation en 2014. Donc, eux ont vécu encore une autre inondation semblable à 2014. En ce qui concerne l'information à Saint-Raymond, le maire Claude Duplain a exprimé le désir de la ville d'en faire plus pour informer sa population, depuis notamment le départ du journal local Le Martinet. Il a expliqué lundi que certains citoyens trouvaient dommage qu'il n'y ait pas de façon pour les petits entrepreneurs, notamment, de se faire connaître. Il faut savoir que le journal municipal La Force de l'information est publié depuis plusieurs années et regroupe plusieurs informations choisies par la responsable des communications de Saint-Raymond, Mme Geneviève Fauché, et ce, une fois aux 2 mois. La formule de ce journal sera modifiée avec notamment un papier différent et avec une disposition différente du contenu. De plus, la Ville souhaite faire paraître le journal plus souvent et pour ce faire, collabore avec l'entreprise CB Impression. Voici le maire Claude Duplain à ce sujet. Ce que nous avons trouvé, c'est que nous allons continuer la publication du journal. Le journal sera
imprimés, possiblement, potentiellement et probablement à Saint-Raymond. La qualité du papier sera diminuée. Il sera toujours en couleur pareil. Vous ne verrez pas grande différence. L'information qui sera mise sera contrôlée par Geneviève. C'est Geneviève qui va avoir le contrôle qui faisait le dernier journal et qui va continuer à choisir ce qu'il y aura dans le journal. Mais on va permettre de la publicité dans notre journal. C'est-à-dire qu'on va vendre, mais il n'y aura pas de publicité comme dans un journal, c'est-à-dire que vous allez tourner la page, vous allez avoir la moitié de publicité, de l'information. La publicité sera concentrée dans certaines pages afin que les gens qui veulent se publiciser iront là et ceux qui voudront lire la publicité pourront aller voir les publicités de ceux qui seront annoncés. Donc, ça fera un journal qui va ressembler à ce qu'il y avait, avec un papier de moindre qualité, mais un beau papier quand même. Et ça va nous permettre de publier le journal à tous les mois. La première publication de ce nouveau journal mensuel se fera le 26 février prochain et sera distribué notamment dans les mêmes points de dépôt ou presque que ceux du courrier de Portneuf. Le conseiller municipal de Saint-Léonard et président du comité Saint-Léonard festif, Mathieu Fecteau, était des nôtres cette semaine pour parler du 125e de Saint-Léonard. La municipalité sera animée toute l'année avec une programmation qui s'adresse à tous. Je me suis entretenu avec lui. Voici cette entrevue. Bonjour Mathieu. Salut Danick, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui, Mathieu, parce que là, on parle du 125e de Saint-Léonard de Portneuf. Pour ces grandes célébrations-là, il y a eu un comité qui a été créé, Saint-Léonard Festif, qui s'occupe des festivités. Tu es le président de ce comité-là. Absolument. Peux-tu nous parler un peu? Oui, en fait, c'est la ville de Saint-Léonard qui a mandaté, moi en tant que conseiller, pour essayer de rencontrer un peu la population pour voir comment on allait organiser le 125e anniversaire de la ville de Saint-Léonard. Donc, on a monté un comité, un organisme sans but lucratif. Ça a été monté il y a 1 an et demi à peu près. Donc, on a créé l'organisme. Après ça, on a rencontré les citoyens pour voir c'est quoi qui les intéressait là, pour le 125e, parce que ça peut prendre différentes formes, un anniversaire de village. Puis, on a eu la réponse des citoyens, c'était de faire des activités un peu partout sur le territoire, ramener un peu le lin aussi à Saint-Léonard, parce qu'il y a eu le Festival du lin qui a été toujours très, très populaire. Puis, des activités locales, puis des activités pour attirer les touristes. Donc, ça nous donnait une espèce de melting pot, une idée, là. Puis, on est parti avec cette idée-là de faire différentes activités, une belle programmation. Puis là, on a développé notre programmation de 12 activités qui a été lancée le 31 décembre dernier, là, lors du Nouvel An festif qui a été organisé. Et on va en parler de cette programmation-là, mais avant, je veux qu'on fasse un petit retour en arrière parce que, bon, ça fait 1 an et demi que votre comité existe et il y a déjà eu des activités qui ont fait jaser, oui, dans Saint-Léonard, mais dans le Portneuf également. Absolument. Pouvez-vous nous parler de ces activités de financement que vous avez fait? On a fait des activités plus locales, là, vraiment pour toucher la population, pour aller à la rencontre des gens. Donc, l'illumination du sapin, on était présents, on distribuait de la nourriture, des choses comme ça. Après ça, on s'est lancé aussi dans la distribution du gâteau 3 couleurs. Parce qu'à Saint-Léonard, il y a le gâteau 3 couleurs qui a toujours été bien populaire. Puis si tu parles aux gens de la place, là, les anciens, ils te disent « Ah, à Saint-Léonard, on mangeait du gâteau 3 couleurs. » Souvent, c'était avec de la liqueur aux fraises. Liqueur aux fraises, gâteau 3 couleurs. C'était ça, le typique là, culinaire là, de Saint-Léonard, c'était ça. Ouais. Fait que là, nous, on est allé trouver des gâteaux 3 couleurs, on a fait une vente de ça. Fait que ça nous a permis de ramasser des sous. Sinon, on a organisé aussi un souper spaghetti qui a été très populaire. On a organisé la fête du lin. Donc, on avait planté du lin avec la population locale au début de l'été. Puis à la fin de l'été, on l'a récolté dans une fête pour essayer de montrer un petit peu les étapes de transformation du lin, comme ça se faisait à l'époque lors du Festival du lin. Puis on a eu un concert le soir, 2 groupes de musique qui sont venus. Ça a été très populaire, super bien marché. Puis en septembre dernier, on a fait un gros show country qui a super bien fonctionné aussi. Là, on a eu une belle réponse de la population. Puis ça nous a permis de mettre un peu de sous de côté pour organiser le 125e. Et parlons-en du 125e. Tu disais 12 activités. Absolument. Vous avez commencé avec le jour de l'an. Cette année, pouvez-vous parler un peu plus pour le jour de l'an qui a eu lieu, c'était super le fun. On a eu accès à l'intérieur de l'église. Ouais. L'église qui va être désacralisée dans l'année qui vient, probablement, qui va probablement avoir d'autres activités. C'est en cours de route. Mais là, on a eu accès à l'intérieur, puis on a fait une partie un peu plus familiale. Entre 7h et 9h, là, il y avait de l'animation pour enfants, de la musique traditionnelle, il y avait des maquillages aussi qui étaient faits pour les enfants, super beau. Et puis, la musique était retransmise à l'extérieur. Puis, après ça, à
partir de 9h, ben là, c'était DJ extérieur, le monde dansait dans le parking de l'église, c'était super le fun. Puis, on a fait notre lancement officiel de la programmation. Donc ça, c'était l'activité numéro 1, mais on a 11 autres activités. Si tu me permets, je te les lis. Oui. Alors, on a le Nouvel An festif qui a eu lieu le 31 décembre dernier. Sinon, on va avoir aussi le souper-spectacle qui va être le 17 février qui s'en vient avec Nick Gignac. C'est un magicien assez corsé et super bon. Donc, on attend beaucoup de monde pour cette soirée-là. Ça risque de très bien fonctionner. On va avoir la Fête des Neiges aussi au mois de mars qui va être organisée, donc plus familiale, extérieure, musique et compagnie. La Fête des Semis qui est encore une fois un préparatif pour le Festival du vin qui va venir à la fin de l'été. Ça va être au mois de mai. On a une pièce de théâtre qui est écrite par Pierre Doré, qui est un artiste du théâtre qui habite depuis peu à Saint-Léonard. Oui. Mais lui, avant ça, il a fait une super pièce aux Écureuils pour leur anniversaire. Ça avait fonctionné du tonnerre. Là. Il avait fait plusieurs soirs, puis il y avait eu beaucoup de monde. Donc là, il est en train de nous écrire une pièce spécialement sur l'histoire de Saint-Léonard avec des anecdotes du village. Ça s'appelle « De Saint-Léonard, j'ai pensé t'écrire ». Ça s'annonce pour être très, très intéressant. On va avoir notre spectacle de ballet jazz qui est organisé toutes les années à la ville de Saint-Léonard. Cette année, ça prend de l'ampleur. Ça va être probablement un spectacle extérieur. Donc là, j'ose pas trop d'en parler, mais ça va être une édition là, qui va prendre plus d'envergure. On va avoir aussi une fête à la plage rétro. Donc on veut y aller avec une thématique un peu beach rock là, à la plage de Saint-Léonard pour essayer d'étendre nos activités un peu sur tout notre territoire. On va avoir le tournoi de balle qui est toujours super populaire à Saint-Léonard. Bien là, on va en profiter là, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Une soirée de poésie qui va être organisée le 21 août. On va avoir un festival ressourcement qui lui aussi va être au CVLS, le Centre Vacances Lac-Simon. Donc un festival ressourcement, c'est un peu sport et bien-être, donc, mais à la fois jeune, là, donc on veut que ça soit grand public, mais petite touche dynamique. Donc là, j'en parle, je donne les idées générales, mais ça va se préciser, on va donner un peu plus d'informations par rapport à ça. On va avoir notre Festival du lait au mois de septembre qui revient. Ça va être une grosse année. On a eu un financement du fédéral pour ça. Donc, on risque d'avoir 3 soirs de spectacle, puis les démonstrations dans le jour, des kiosques. Donc, ça risque d'être fort. Nostalgique également. Oui, absolument. Absolument. Mais nostalgique, mais pas... on veut pas aller que dans la nostalgie. Ouais. Je pense que ça va plaire encore une fois aux jeunes, puis aux plus âgés. Je pense qu'il va en avoir pour vraiment tous les goûts lors du Festival du lait. On va montrer aussi toutes les étapes de transformation du lin. Il y a une espèce de retour au traditionnel artisanat. Je pense que c'est bien populaire ce temps-ci. Puis l'année passée, quand on l'organisait, en tout cas, il y avait du monde qui sont venus d'un peu partout au Québec voir ça. Puis je pense qu'il y a de quoi de bien intéressant là-dedans qu'on veut continuer. On va avoir une fête de l'Halloween au village. Et une activité spéciale de clôture, ça reste à déterminer. Donc, on n'en parle pas tout de suite. Pas tout de suite. Et Mathieu, est-ce que vous avez aperçu au sein de votre comité que la population était contente de voir justement cette effervescence de Oui, on a beaucoup. Pour être bien honnête, les temps ont été durs pour les petits villages dans les dernières années. Avant, on avait le Festival du lait, les gens étaient très, très impliqués, mais ça a été plus difficile depuis 2000, je vous dirais. Là, les festivals, même à Saint-Ramon, ont plus de misère, les activités populaires, on dirait que tout est un peu en branle, mais là, on est toute une gang. Le comité, il y a des jeunes et des moins jeunes, c'est vraiment un comité très varié, et puis on essaie de reprendre ça un peu en main, puis organiser des activités, puis à date, on a vraiment une très belle réponse de la population, puis on espère que ça devienne assez populaire pour attirer du monde de Saint-Ramon, des autres villages aux alentours. Et pour le comité Saint-Léonard festif, qui a été conçu spécialement pour le 125e, lorsqu'on va arriver, est-ce qu'il y a des souhaits de poursuivre justement à dynamiser Saint-Léonard de la façon que vous le faites? À date, ça fonctionne bien. On a une bonne réponse de la population. Je pense qu'on aimerait tout ça continuer là, pour essayer de rendre le village plus dynamique. Puis, on a des activités aussi qui vont rester à Saint-Léonard. Là, ça reste à peaufiner parce qu'actuellement, on est en campagne de financement. Donc, on ne peut pas couler dans le béton chacune des activités, mais on aimerait bien faire aussi une murale collective qui va rester au village, donc elle va perdurer, puis des bornes d'interprétation historique aussi. Parce que le village de Saint-Léonard, là, on passe au village, il y a quelques commerces, mais à l'époque, c'était florissant, il y avait un forgeron, il y avait... Oui, il y a eu la première caisse populaire du secteur qui était à Saint-Léonard, sur la principale, dans la maison de ferme d'une dame qui gérait ça depuis sa maison. Donc, c'est plein d'anecdotes qui sont super intéressantes qu'on aimerait mettre en valeur aussi, pour que les touristes s'aperçoivent que Saint-Léonard, c'est un lieu qui a une belle richesse, une belle histoire. Donc, en plus d'avoir plusieurs activités, loisirs, il va y avoir aussi des activités des choses qui vont plus pérennes qui vont rester. Ouais. Okay. C'est un peu un prétexte aussi de rebrasser notre histoire, pour essayer de voir, justement, sortir toutes nos archives, discuter avec les personnes plus âgées. On a récupéré des objets aussi d'antan du Festival du lait ou des photos, des choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir un comité aussi de dynamiser le centre-ville, mais le village, de différentes façons.
Alors, en terminant l'entrevue, pour la programmation, comme vous l'avez dit, la première activité qu'on va avoir là, cette année, ça va être au mois de février. Oui, absolument. Ça va être notre soirée spectacle. Donc, j'invite les gens à suivre peut-être la page Facebook de Saint-Léonard Festif. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un contact direct. Sinon, bien évidemment, par les bulletins municipaux de Saint-Léonard. La ville de Saint-Léonard aussi relaye nos activités. Mathieu Fecteau, président du comité Saint-Léonard Festif, merci beaucoup d'avoir été Merci beaucoup, merci à toi. Et aussi une dernière chose, les entreprises vont être sollicitées bientôt parce qu'on est en pleine campagne de financement. Donc, restez à l'affût, les entreprises locales, là, on va aller vous voir. Le message est lancé, merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, Charles Laviolette s'entretient avec le maire Marion Leclerc de Saint-Marc-des-Carrières. La prochaine impro aura pour thème la nouvelle saison de la Ligue d'impro de Portneuf. T'as 20 secondes, let's go! La Ligue d'improvisation de Portneuf est de retour pour une prochaine saison à partir du 29 janvier prochain. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'on va vous accueillir ici au cinéma Alouette à tous les lundis. 4 équipes vont performer pour vous dans une saison de 13 matchs. Avec des joueurs aussi exceptionnels que moi et Jean-François, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le garantis. Pénalité à Kéliane, t'as oublié de dire que les gens peuvent s'inscrire. Puis le 15 puis le 22 janvier, il y a des ateliers. Sérieux, là, c'est quoi cet arbitrage-là? Ben là. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle, moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Ça, c'est bien dit. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières fait le tour des dossiers qui sont travaillés par son administration d'ici les prochaines élections dans le reportage réalisé par Charles Laviolette. On l'écoute maintenant. En ce début d'année, le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc, a fait avec nous le survol des projets qui attendent la municipalité d'ici les prochaines élections qui devraient se dérouler en 2025. Un nouveau coordonnateur aux loisirs et à la culture, une réfection de l'aqueduc et des rénovations à l'hôtel de ville. Toutefois, pour ce qui est de la stabilisation des berges de la rivière Sainte-Anne pour sécuriser la prise d'eau de la ville, le maire de Saint-Marc attend toujours un retour d'appel du gouvernement du Québec. Nous avons engagé un coordonnateur culturel et communautaire, M. Mathieu Bergeron, qui est très proactif. Et par son emploi, on a ouvert la Maison des jeunes, qu'on appelle maintenant le chalet. Alors, oui, les jeunes vont à certaines dates ou heures d'ouverture. Ils viennent se regrouper à cet endroit-là. Certaines activités sont là. Il y a aussi des intervenants qui aident ces jeunes-là à toutes sortes d'activités. Il fait aussi partie de la fameuse patinoire extérieure où on a un local pour se changer les patins, etc. Alors, les deux ensemble, on l'appelle le chalet. C'est réouvert. Après la pandémie, évidemment, il y a une certaine période de fermeture, là, mais on a ouvert ça là, en octobre. On est en période d'études et d'analyse à ce niveau-là pour la bibliothèque. C'est encore en projet. Il nous reste à définir exactement où on va la situer, cette fameuse bibliothèque-là. Un, c'est le premier, c'est la localisation. Deux, c'est la possibilité d'avoir des subventions à ce niveau-là. On peut même aussi penser à un centre multifonctionnel. On verra en temps et lieu, dépendamment, encore une fois, des décisions du conseil municipal, c'est parce que c'est pas moi qui prends les décisions seul. Alors, le conseil municipal aura aussi à décider là-dessus quel genre de projet on aura là, pour les prochains mois et prochaines années. Parce que, écoutez,
Le conseil actuel termine son mandat en octobre ou novembre 2025. Alors, il ne reste seulement que 2 ans pour finaliser nos projets. Et j'espère que ce projet-là de bibliothèque ou de centre multifonctionnel, on l'appellera comme on voudra, pourra être au moins mis en branle là, officiellement. L'autre point qu'on attend avec beaucoup d'anxiété, c'est le fameux gymnase double. On attend évidemment les nouvelles là-dessus. On nous a dit qu'au septembre 2024, qu'on était censé avoir de très bonnes nouvelles et peut-être une première pelletée de terre. Alors, on attend des nouvelles à ce niveau-là. On a évidemment une portion de la municipalité qui ont encore un réseau combiné qu'on appelle. Un réseau combiné, c'est un réseau qui fait en sorte que l'égout pluvial et l'égout sanitaire est ensemble. Et nous autres, on veut séparer ces 2 égouts-là. Alors, c'est un projet qui est, selon nous, entre 5 à 6 millions, un projet comme celui-là. On est en marche, là, évidemment, de le finaliser. Il reste encore à savoir quel genre de projet ou de subvention qu'on aura pour ça. Ça, c'est un des gros projets qu'on veut essayer au moins de ficeler avant qu'on parte pour 2025. L'autre projet qu'on a, évidemment, on est en train de le finaliser, c'est la rénovation de l'hôtel de ville. On devrait avoir terminé pour juin 2024 et on aura vraiment un rez-de-chaussée là, très moderne et aussi, surtout, aux besoins de nos employés à ce niveau-là. Alors, concernant la route des sources, cette route-là se situe entre la rivière Sainte-Anne et une montagne. Alors, on a 2 problèmes à cette localisation-là. C'est que le gros problème qu'on a, c'est depuis 3 ans, il y a de l'érosion de la rivière Sainte-Anne. Nous autres, notre chemin de la route des sources a 25 pieds de large. Actuellement, depuis 3 ans, depuis cette première inondation-là, on a grugé environ 15 pieds de rue ou de route pour la route des sources. Alors, il nous reste à peu près 10 à 12 pieds d'infrastructure de rue pour atteindre notre fameux conduite d'eau potable qui, elle, vient chercher les sources d'eau potable pour Saint-Marc-de-Carrière. On a eu 2 études. La dernière étude qui s'est faite au mois de septembre-octobre 2023 confirmait évidemment nos préoccupations très grandes au niveau de l'érosion. Et moi, je pense que ce n'est pas à la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière à payer pour l'érosion d'une rivière qui appartient au gouvernement, tant fédéral que provincial. Alors, on en est rendu là. On attend toujours des nouvelles après 3 ans. Et moi, je me souviens très, très bien de la rencontre avec le ministre responsable de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, le 17 janvier 2023 à Saint-Basile, où tous les maires étaient présents et on expliquait au ministre toutes les priorités de chaque municipalité. Et moi, la priorité numéro 1, c'était la protection de ce fameux infrastructure-là, de l'eau potable à Saint-Marc-de-Carrière. M. Jonathan Julien m'a donné la main en me regardant dans les yeux, en me disant, M. Leclerc, oui, c'est un dossier important et urgent, on va s'en occuper, vous allez avoir de nos nouvelles. C'était le 17 janvier 2023. Nous sommes rendus le 10 janvier 2024. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de qui que ce soit comme réponse positive à ce projet de protection d'eau potable pour une municipalité de 3000 habitants qui dessert aussi une portion de Saint-Alban.
Contact Emploi Portneuf, c'est un site web qui catalogue tous les emplois que nous pouvons trouver dans Portneuf, mais aussi une tournée, alors que les employeurs se présentent à la population qui cherche des emplois. Le prochain événement qui a lieu donc dans la tournée Contact Emploi Portneuf a lieu à Saint-Raymond le jeudi 25 janvier prochain, directement dans le centre d'achat. Pour en parler, j'ai discuté avec la responsable Julie Trudel. Voici cette entrevue. Bonjour, Mme Trudel. Bonjour, Yannick, ça va bien? Ça va super bien, et vous? Oui. Madame Trudel, on parle de la tournée Contact Emploi Portneuf. C'est le deuxième stop de cette tournée-là. En fait, il y en avait eu un là, le 27 octobre dernier à Saint-Marc-des-Carrières. C'est assez nouveau, on en avait parlé ensemble, mais pouvez-vous nous faire un petit récapitulatif de ce que c'est en fait la tournée Contact Emploi Portneuf? Oui. En fait, la tournée Contact Emploi, ça découle du salon Contact Emploi. Je te dirais, il a été créé à peu près 25 ans. Il y avait un salon de l'emploi qui avait été créé au niveau de la région de Portneuf. À ce moment-là, comme j'expliquais, le marché du travail était totalement différent de maintenant. Hein. C'est complètement inversé. Il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup de chercheurs d'emploi, peu de postes à offrir. Maintenant, on est contraire. On a beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de postes qui sont disponibles, puis peu de travailleurs là, qui sont disponibles sur le marché du travail. Donc, la situation est différente. Puis, l'organisation d'un salon de l'emploi, ça demande beaucoup, c'est une grosse infrastructure, c'est une grosse organisation, ça demande beaucoup d'argent. Donc, on a décidé de tenter différentes expériences pour voir comment ça pouvait, comment ça allait, comment je te dirais, réagir. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé la tournée Contact Emploi. On a organisé 3 événements répartis dans le temps parce qu'un salon de l'emploi, on fait ça une fois dans l'année, puis ensuite de ça, c'est fini. Tandis que là, les tournées Contact Emploi, on en a eu une en octobre à Saint-Marc-des-Carrières. On a eu une le 25 janvier à Saint-Raymond, à Place Côte-Joyeuse, et une en mars qui va avoir lieu à Place de Nakona. Donc, on se déplace sur le territoire de Portneuf. On étale ça aussi dans le temps. Et ce qui est génial avec cette formule-là, c'est qu'elle est très, très souple. C'est-à-dire que les employeurs, on n'a pas de kiosque, on ne fait pas de montage de kiosque et tout ça. Donc, ça demande vraiment une organisation qui est très souple. La manière que ça fonctionne, c'est que les employeurs sont invités, ceux qui sont disponibles, ils peuvent venir 1 heure, 2 heures, 3 heures ou la totalité du temps parce que ça va être de 10 heures le matin à 16 heures dans l'après-midi. Et donc, les employeurs peuvent choisir la plage horaire qui correspond à leur disponibilité. Et ensuite de ça, nous, ce qu'on fait, c'est que sur place, on va être là avec les entreprises et on va faire la promotion de la plateforme Contact Emploi Portneuf. Puis cette plateforme-là, les employeurs du territoire de Portneuf sont invités à aller afficher leur offre d'emploi. Et nous, on fait la promotion de cette plateforme-là. Puis cette plateforme-là est tout à fait gratuite et accessible pour les entreprises. Ça prend 5 minutes de créer un compte. Fait que c'est vraiment le plus souple et le plus agile possible, j'aurais envie de dire. Donc, la tournée sert également à faire connaître un peu plus là, Contact Emploi Portneuf, le site web. Oui, aussi, parce qu'on veut que ça devienne un réflexe des entrepreneurs, les employeurs à aller mettre leur offre d'emploi là. Puis nous, bien, on s'occupe de faire la promotion de ce seul site-là pour que les gens y aillent et voient les offres d'emploi qui sont disponibles. Je comprends. Donc là, le 27 octobre dernier, vous aviez au métro de Saint-Marc-des-Carrières la première édition de cette nouvelle formule. Pour justement peut-être aller en profondeur, est-ce qu'il y avait eu beaucoup d'employeurs qui s'étaient manifestés cette journée-là? On avait environ une dizaine d'entreprises qui sont venues. Ils ne sont pas tous venus en même temps. Il y en a qui sont arrivés au début, il y en a qui sont arrivés en après-midi. C'était vraiment, comme je disais, c'est très, très souple. Mais en tout et partout, on a une dizaine d'entreprises qui sont venues avec nous cet après-midi-là. Puis les contacts ont vraiment été intéressants parce que on n'avait pas d'attente, hein, parce que c'était la première fois qu'on faisait cet événement-là. Et les gens qu'on a rencontrés au métro à Saint-Marc, c'était pas nécessairement des gens qui venaient nous rencontrer, nous. C'était des gens qui venaient faire leurs courses, qui venaient faire l'épicerie. Donc, c'est tout à fait différent d'un salon de l'emploi qu'habituellement, les gens sont là pour l'emploi. Donc, on faisait la promotion du site Contact Emploi. Puis des fois, c'était pas nécessairement les gens qui étaient là qui cherchaient de l'emploi. Des fois, c'est leurs petits-enfants. Des fois, c'est le
conjoints, des fois, c'est leurs enfants. Donc là, ça devenait intéressant. Puis des fois, même, on rencontrait d'autres entrepreneurs. Et là, on leur faisait part de cette possibilité-là d'aller afficher leur poste là, que nous, on en faisait la promotion. Donc, c'était intéressant. Il y a des entreprises qui ont fait vraiment des contacts intéressants. Il y a une entreprise qui était là, elle a donné environ 1h30 sur place. Et puis, elle a engagé 2 personnes qui commençaient le lundi suivant. Wow! Donc, parce que c'était des emplois qui n'étaient pas nécessairement spécialisés, donc c'était plus facile des fois de trouver de la main-d'œuvre. Donc, oui, ça peut. Puis les gens ont aimé ça. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, puis finalement, c'est un bon mix, un bon choix. Parce que justement, il y a aussi des emplois spécialisés là, pour ça. Il y a des employeurs de tous les domaines là, qui sont là. Oui, quand on est à Saint-Marc-des-Carrières, lorsqu'on était là la première fois, il y avait le CIUS qui était là. Donc, c'est tous les emplois dans le domaine de la santé, mais aussi les emplois qui sont, comment je te dirais, les gens qui travaillent au niveau de l'entretien, etc. Là. Fait qu'il y a vraiment différents postes. Puis, on avait d'autres qui étaient des postes plus travailler dans des usines ou des fois des gens en ingénierie, etc. Fait que dans le fond, les employeurs, ils sont là. Ça ne leur demande pas d'investissement monétaire pour y être. La durée n'est pas longue. Fait que ça devient des fois intéressant parce que, dans le fond, en tant qu'employeur, il faut multiplier les plateformes de recrutement. Hein. Il n'y a plus une seule. Tu sais, avant, c'était comme on mettait les offres d'emploi dans le courrier de Portneuf, sur un site, une plateforme, là, un site de l'emploi. Puis c'était tout dans le journal Le Soleil, dans le journal de Québec. Mais maintenant, on ne peut plus seulement pêcher dans un bassin. On se doit de pêcher un peu partout en tant qu'employeur. Oui, parce qu'il faut essayer de courtiser les employés potentiels, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a moins qu'il y en avait à l'époque. Madame Trudel, oui. Je veux qu'on revienne pour le 25 janvier à la place Côte-Joyeuse de Saint-Raymond, donc entre 10 et 16 heures. Est-ce que vous avez déjà là, des entreprises qui ont confirmé leur présence là, pour cette journée-là? Oui. On a près d'une dizaine d'entreprises qui ont déjà confirmé leur présence. Puis il y en a beaucoup qui vont s'inscrire, on sait, la dernière minute. Les gens ont jusqu'à vendredi de cette semaine. Vendredi, on va être le 19, je crois. Oui. Donc, étant donné que la formule est souple, c'est facile, tu sais, s'il y a des gens qui se rajoutent à la dernière minute, même qui ont dépassé, bien, on est quand même capable de les prendre parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Les employeurs arrivent là avec leur carte d'affaires, un roll-up pour pouvoir s'identifier un peu, mais c'est vraiment là, tout simple, donc c'est facile de s'ajuster. Donc, on va avoir, comment je dirais, les gens, ils vont nous voir à l'entrée, on va cibler toutes les entrées du centre d'achat, en fait. On va avoir des gens dans chacune des entrées dans lesquelles on va inviter les gens à rencontrer les employeurs qui vont être à l'intérieur pour discuter avec eux. Et par la suite, il y a le 22 mars prochain, c'est le dernier arrêt de la tournée à Donnacona, à la place Donnacona. C'est exact? Oui, exactement. Puis on va refaire de la promotion là, quand on va arriver en mars pour cet événement-là. Je vais encore te rappeler, Yannick. Il n'y a aucun problème. Donc, on invite à ceux et celles qui, peut-être les employeurs qui cherchent justement une plateforme de plus pour afficher leur emploi, à contacter la tournée. Et également, là, à ceux qui se chercheraient des emplois, d'être présents jeudi prochain de 10h à 16h à la place Côte-Joyeuse de Saint-Raymond. Julie Trudel, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Yannick. Je te souhaite une bonne fin de journée. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est toujours à la recherche de joueurs pour compléter sa 4e équipe en vue de sa 2e saison au cinéma. On vous rappelle que cette ligue d'improvisation est filmée par CJSR et que les matchs sont accessibles gratuitement pour tous, donc pour le public. C'est tous les lundis. Des équipes de 5 joueurs improvisent devant vous du 29 janvier au 6 octobre, au 6 mai prochain, dans une ambiance électrisante à tous les coups. Pour ceux qui veulent devenir joueurs, soyez des nôtres à CJSR le lundi 22 janvier prochain à 19h. C'est donc ce qui va compléter votre bulletin d'information Info CJSR. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Pour le bingo à CJSR ce dimanche, c'est l'animateur Philippe Gasse qui sera là. Merci à Luc Robitaille et Tony Vézina à la technique. Et pour notre part, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Info CJSR.